Bonjour tout le monde. On est avec Corentin de l'expertcomptable.com et moi-même Clément de Super Indep pour cet atelier autour de la micro-entreprise, mais après surtout la micro-entreprise, qu'est-ce qui se passe quand on doit changer de statut. Donc Corentin, qui connaît bien tous ces sujets justement, nous apportera son éclairage. Je vous propose du coup déjà de attendre quelques minutes encore s'il y en a deux, trois qui se connectent en plus. Je vois que les gens arrivent encore. Une petite précision, du coup, plutôt que de poser des questions dans le chat, essayez de bien utiliser le menu questions. Ça permet de nous bien voir quelles sont les questions auxquelles il faut qu'on réponde. On essaiera d'y répondre un peu au fur et à mesure avec Corentin. On s'est dit voilà. Après, vous pourrez poser aussi des questions à la fin, évidemment, s'il en reste, ou s'il y a des questions qui sont pas forcément liées au sujet dont on est en train de parler, on reprendra les questions plutôt à la fin. Après, voilà, dans le chat, pas forcément. Vous pouvez dire bonjour, au revoir. Vous pouvez faire des coucous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les questions plutôt dans l'onglet questions. Bon, on se lance. De toute façon, le temps de se présenter avec Corentin, ça laisse le temps à d'autres d'arriver. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On va faire un petit rappel sur la micro-entreprise pour savoir quand est-ce qu'on doit passer justement après la micro-entreprise, quand est-ce que c'est le après. Et ensuite, Corentin va reprendre la main pour nous parler de tout ce qui est les échéances fiscales quand on sort de la micro-entreprise et les échéances sociales, parce que du coup, ça change. Donc, fiscal, plutôt tout ce qui est impôts pro et perso. Et les échéances sociales, tout ce qui est URSSAF, globalement, et autres éventuelles, selon les activités, éventuelles autres caisses de retraite ou des choses comme ça. Et après, on terminera avec des questions-réponses s'il y en avait en plus. Corentin, je te laisse te présenter. Ça marche. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, très simplement, je travaille au sein d'expertcomptable.com. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant. Mon quotidien, il est très simple, c'est d'accompagner justement du coup les indépendants, les freelances à se lancer, soit qui n'avaient pas de statut auparavant et qui se posent la question sur le statut le plus adapté, ou alors après la micro-entreprise. Quel statut choisir une fois qu'on a dépassé les seuils de la micro-entreprise ou que le statut n'est peut-être plus adapté par rapport à sa situation, pardon. Donc voilà, mon quotidien, c'est de vous aider au maximum à trouver le meilleur statut. Et par la suite, je gère également la comptabilité, donc la partie administrative, au jour le jour. Donc voilà, du coup, mon parcours, j'ai fait aussi 2 ans dans un autre cabinet, un peu plus de 2 ans, dans un autre cabinet qui était physique et spécialisé dans le domaine agricole. Donc rien à voir, du coup, dans le domaine freelance, dans le domaine de la prestat de service. Mais bon, une bonne expérience tout de même. Ok, merci. Du coup, je pense que tu es bien placé pour expliquer à notre audience ce qu'il en est. Yes. Alors du coup, on reviendra rapidement sur Ouais. l'expertcomptable.com. Sur l'émission, juste après, on a un autre slide où c'est un peu plus précis. Super Indep, rapidement, pour ceux qui doivent déjà peut-être un petit peu connaître. J'ai vu qu'il y avait quelques clients, les noms m'ont dit quelque chose dans les participants. Donc le Super Indep, on s'occupe de toute la partie administrative des auto-entrepreneurs. Donc, en fait, le côté fiscal et le côté social dont on va parler après pour d'autres structures, en fait, on fait la même chose, mais uniquement pour les micro-entrepreneurs. Donc, typiquement, ça va être déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, déclaration de TVA, parce que du coup, on peut se retrouver à la TVA en micro-entreprise. Maintenant, ça commence à être mieux connu, mais il y a eu un temps où c'était pas bien connu. Voilà, donc c'est un abonnement mensuel et vous avez accès à nos outils qui permettent d'automatiser un petit peu tout ça et d'avoir une assistance sur tous ces sujets autour de la micro-entreprise. Donc n'hésitez pas, vous avez des QR codes là, vous pourrez les rescanner soit en regardant le replay de la vidéo, soit là si vous avez le temps de les scanner, mais pas d'inquiétude,
vous pourrez revoir tout ça. Et l'expertcomptable.com, alors dis-nous-en un peu plus, Corentin. Yes. Alors, on est sur un service qui est quand même similaire du coup à Super Indep, mais qui est du coup pour les sociétés, pour les entreprises, du coup avec une tenue comptable qui est obligatoire avec le bilan en fin d'année, l'alias fiscale. Et donc, ce qu'on propose, comme je disais, comme moi je fais au quotidien, on est expert en création d'entreprise, en société, de la rédaction des statuts jusqu'à vraiment obtenir l'extrait cabis, donc vraiment de A à Z. On est en ligne, 100% en ligne, donc digital, depuis la création de notre entreprise, depuis 2009. Donc ça fait déjà un petit moment. On a toujours voulu être en ligne, toujours spécialisé dans certains domaines d'activité. Donc pour ça, ça vous permet d'avoir un conseiller qui est dédié. Donc vous avez vraiment de la réactivité, une personne dédiée à votre comptabilité et spécialisée dans votre domaine. Donc il va pouvoir répondre vraiment à vos questions et aux spécificités du coup de vos activités, vraiment propres à vous. C'est par téléphone, par mail, par visio, le plus simple possible pour vous. Le but, c'est d'avoir des réponses, comme j'ai dit juste avant, le plus rapidement. On est sur des offres qui sont sans engagement. On considère que pour nous, c'est une de nos valeurs, c'est la satisfaction client. On considère que les clients restent avec nous par satisfaction et non par engagement. Le but, c'est que ça se passe vraiment le mieux possible et vraiment que nos clients se satisfaient vraiment tout au long de l'année. Et à ça, on vous donne accès du coup à des outils ultra intuitifs. Donc vous avez 2 apps mobiles avec une version web qui vous permet comme ça de suivre la facturation, les notes de frais, les dépenses. C'est des choses qui sont nouvelles lorsqu'on bascule de micro-entreprise à société. Avec du coup une synchronisation bancaire. Donc vraiment le but c'est de simplifier cette partie administrative pour vous. Voilà du coup pour faire simple et rapide. Bon, merci. Et du coup, tu as déjà donné quelques éléments effectivement de différence entre la micro-entreprise et les sociétés. Mais on va revenir déjà sur la micro-entreprise. Du coup, petite précision avant, tout ce qu'on va vous donner ici, on vous donne des éléments, des dates, des choses comme ça. Évidemment, il faut revérifier que tout ça s'applique bien dans votre cas. C'est pas un seul chemin possible et une seule façon de faire. Donc voilà, il faudra regarder ça un petit peu plus précisément, mais déjà en tout cas ça vous donne les grandes lignes des différences entre micro-entreprise et société. Au niveau donc micro-entreprise, vous connaissez déjà sûrement plus ou moins tous, hein, donc quand on parlait, ça permet de remettre un peu le vocabulaire social, fiscal. Donc les échéances sociales, c'est ce vous voyez, vous faisiez les cotisations URSSAF, donc avec les déclarations soit mensuelles, soit trimestrielles. Et donc du coup, fonction de la périodicité, c'était soit chaque mois que vous payez, soit chaque trimestre. Et les échéances fiscales, là, on va avoir la déclaration d'impôt sur le revenu. Ça, c'est l'impôt, finalement, comme tout le monde, hein, on paye l'impôt. Il y a un petit, entre guillemets, un petit truc à part, c'est le versement libératoire qui permet, lui, plutôt que de payer l'impôt suite aux déclarations avec des acomptes, un peu comme ça peut être le cas quand on est salarié, là, le versement libératoire, l'idée, c'est au moment où on paye ses cotisations URSSAF, donc soit chaque mois, soit chaque trimestre, on payait le versement libératoire. Alors après, normalement, si vous avez si vous êtes dans les conditions de sortie de la micro-entreprise, c'est que vous avez sûrement déjà peut-être plus droit au versement libératoire, à moins que vous ayez explosé vos revenus juste sur les 2 dernières années et qu'avant c'était bien bas. Voilà, le versement libératoire est limité dans certains cas. On n'y a pas le droit si on a trop de revenus 2 années avant. Ensuite, donc ça c'était le fiscal plus fiscal perso en général, ces choses-là. Alors en tout cas sur la déclaration d'impôt sur le revenu, parce que même quand vous êtes au versement libératoire, vous devez la faire. Donc ça concerne vraiment l'impôt sur le revenu, c'est sur votre compte des impôts particuliers. Après, on passe sur le compte des impôts professionnels, où vous aviez la cotisation foncière des entreprises. Ça doit être un petit peu frais dans votre tête, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Donc on la paie en décembre, sauf cas d'exonération. Alors les cas d'exonération, c'est un peu pas toujours très très clair, hein. Je sais pas, Corentin, toi, si tu es capable de... En société, je pense que c'est plus ou moins tout le temps. Ouais. Nous, on a quelques cas des artistes-auteurs, notamment. Alors, c'est pas tous les artistes-auteurs. On a eu quelques cas d'artistes-auteurs où les impôts ont dit « Ah, ouais, non, mais ça, c'est pas de la création pure, c'est pas assez artistique. » Donc, on a eu des contrôleurs des impôts qui n'ont pas toujours été super souples là-dessus. Bon, globalement, partez du principe que vous allez la payer. La question, on l'a pas mise là, mais un peu piège, c'est combien ça coûte.
Et là, c'est pareil, c'est de pas grand-chose à quelques centaines, voire un millier, 2000 euros. On a eu quelques cas un peu extrêmes. Et donc l'autre principal impôt qu'on va payer aux impôts professionnels, c'est la déclaration de TVA. Donc en fonction, pareil, de la périodicité qu'on a choisie, si on y est, alors normalement, pareil, si vous êtes à ce webinaire et que vous voulez en savoir plus sur les sociétés, c'est la plupart du temps que vous avez dépassé les seuils de la micro-entreprise, donc vous avez forcément largement dépassé les seuils de la TVA et vous y êtes déjà. Donc vous avez sûrement un peu frotté à ce sujet-là, soit en semestriel, ce qu'ils appellent le régime simplifié. Moi, j'aime bien mettre simplifié comme ça. Ouais. Le truc, à chaque fois que je l'explique, les gens ils me disent « Ah bon, ça, c'est censé être simple ?» Ok, d'accord. Le coût du je paye de la TVA tous les 6 mois, et puis, mais c'est que des acomptes, et les impôts, ils s'attendent à un pourcentage de la TVA de l'année d'avant, et puis finalement, il faut peut-être régulariser le solde, mais en mai de l'année d'après. Bon, bref, un sac de nœuds. Donc, je sais pas si vous dites ça aussi en général, Corentin. Nous, on leur dit passez plutôt en mensuel. Ouais, effectivement. Au moins, voilà. On reverse la TVA, pas besoin de la stocker. C'est moins dangereux parce que quand on a des problèmes de paiement de TVA, là, c'est pas cool. Les impôts sont assez raides sur la TVA. C'est un des impôts les plus contrôlés de France. On peut éventuellement faire du trimestriel, mais c'est vraiment à la marge parce qu'il ne faut pas avoir plus de 4 000 euros de TVA à payer dans l'année. Sinon, on bascule en mensuel. Donc voilà un peu au niveau des échéances qu'on peut avoir en micro-entreprise. Et donc, on va basculer avec Corentin qui va nous expliquer ce que ça donne quand on passe en société, ou du moins, ça peut être aussi de l'entreprise individuelle à l'IS, hein, c'est ça Ouais, tout à fait. Allez, je te laisse la main. Yes, ça marche, top. Donc, du coup, on va voir ensemble les échéances fiscales dans un premier temps et ensuite sociales. Bon, vous allez voir qu'il y en a certaines que vous avez en micro-entreprise que vous allez retrouver, du coup, en société ou en entreprise individuelle, du coup, à l'impôt sur les sociétés, à l'IS. Bon, premier point, la TVA que Clément, du coup, venait d'évoquer. Effectivement, vous avez deux régimes possibles. Le régime simplifié, c'est le régime à la base. Et comme on disait, ce qui n'est pas réellement le plus simplifié dans la pratique. 2 acomptes dans l'année, juillet, décembre, on régularise du coup, généralement avril, mai, comme Clément disait, le solde total en fait de l'année. D'un point de vue trésorerie, d'un point de vue régularisation, c'est vraiment pas le meilleur statut. Au contraire, ça peut être des montants assez conséquents à régulariser, qui peuvent mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. D'expérience, moi j'ai des clients qui ont voulu quand même être sous ce régime qu'on appelle aussi annuel, hein, pour faire simple. Si vous prévoyez pas la TVA, si vous faites pas attention à ça, parce que c'est une somme que vous devez à l'État, ça met à mal la trésorerie de l'entreprise, ça peut mettre à mal du coup la société en elle-même. Donc faites attention du coup à ça. Le régime réel normal, concrètement, on va faire simple, soit trimestriel comme Clément disait, soit mensuel. C'est ce que nous on préconise aussi, hein. Concrètement, déclarer tous les mois, c'est comme si vous payez entre guillemets au comptant votre TVA. Vous déclarez du coup le mois suivant ce que vous avez encaissé. Alors en société, on va également pouvoir récupérer la TVA sur vos dépenses, comme du coup en micro-entreprise, lorsqu'on dépasse le seuil, on peut le faire. Et donc comme ça, une fois que c'est réglé, on est tranquille. Votre solde bancaire correspond au plus proche du résultat comptable. Ça vous donne quand même une meilleure visibilité. Et la TVA, elle a payé du coup en général entre le 15 et le 24 du mois. Ça dépend du coup de la forme juridique que vous allez choisir et de l'adresse du coup, on va dire de la région dans laquelle vous allez être. Je vous donne un peu une idée. Pour les sociétés EURL, SARL, on est en général vers le 21 du mois. Les SASU, les SAS, on est en général vers le 24 du mois. Pour vous donner un peu du coup un ordre d'idée au niveau de la date de déclaration. Donc ça, c'est la TVA. Donc même chose que pour la micro-entreprise, hein, sur cet aspect-là. Deuxième point, là par contre c'est nouveau, c'est l'impôt sur les sociétés qui est possible. L'impôt sur les sociétés, ça peut être en entreprise individuelle, ça peut être du coup en EURL, en SARL, ça peut être en SASU, en SAS. Ça concerne vraiment tout type de structure hors micro-entreprise en France. L'impôt sur les sociétés, il est très simple. Je vais vous donner le mode de calcul, après je vais vous parler de ce qui est sur la slide. Le mode de calcul, il est en 2 tranches. Vous avez le taux réduit qui est à 15%, c'est la première tranche, entre 0 et 42 500 euros de résultat. Pour ceux qui avaient suivi du coup les 2 webinaires qu'on avait fait précédemment, on parlait de comment était calculé le résultat. Je vais vous faire un petit récap très rapide. Chiffre d'affaires, moins vos dépenses, les frais en lien avec l'activité, moins le salaire, moins les cotisations sociales.
On retire tout ça. Ce qui reste, c'est le résultat de l'entreprise et c'est ce montant-là qui va être soumis à l'impôt de l'entreprise, de la société. Donc, entre 0 et 42 500 euros, on est soumis à 15%. Au-delà des 42 500 euros, on est sous le nouveau taux qui est à 25%. Donc, c'est 2 tranches différentes. Ne pensez pas que si vous dépassez les 42 500, la globalité est soumise à 25%. On fait bien attention, c'est du coup progressif, c'est 15% dans un premier temps et la différence seulement à 25%. Du coup, la première année d'activité, vous n'avez pas d'acompte à payer, c'est-à-dire que vous allez avoir une année où vous ne payez rien du tout dans un premier temps. Une fois que le bilan est fait et qu'il est déposé aux impôts, vous allez payer du coup le solde, donc le montant total de l'impôt en question. L'impôt, il a payé, alors ça va dépendre de la date de clôture que vous allez choisir. De base, du coup, l'alias, donc le bilan, l'alias doit être déposé 3 mois après la date de clôture que vous allez choisir. Exceptionnellement, pour les personnes qui font au 31 décembre, on a un délai supplémentaire, comme c'est une période qui est plus longue et du coup plus chargée d'un point de vue comptable. Les impôts donnent un délai supplémentaire qui vous permet du coup de le faire jusqu'au 15 mai. On a 4 mois, on va dire, de base c'est toujours 30 avril, on a du coup 4 mois et demi, du coup, pour faire le bilan et le déposer à l'administration. Si c'est pas un 31 décembre, vous avez 3 mois maximum. Par exemple, si vous faites un 30 septembre, on a jusqu'au 15 janvier pour envoyer le bilan à l'administration et payer l'impôt dans l'entreprise. C'est un prélèvement qui est fait automatiquement sur le compte de la société aussi, pour information. Donc, vous payez la première année le solde global directement via les impôts. Les années suivantes, si vous avez un impôt sur les sociétés qui est supérieur à 3 000 euros, vous allez payer des acomptes. Vous avez 4 acomptes, donc c'est simple, hein, 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. En fait, on va payer des acomptes basés du coup sur l'impôt de la précédente année. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir comme ça payer au fur et à mesure et de ne pas avoir un gros montant à sortir à la fin. Donc ça, c'est des choses aussi, sur des acomptes sur lesquels on peut se baser soit sur l'année précédente, classique, ou alors on peut se baser aussi sur ce qui se passe réellement sur l'année. On peut les adapter et on peut du coup informer les impôts que ça ne sera pas le même résultat que l'année précédente. Comme ça, on adapte ces acomptes aussi. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre bilan comptable, on regarde si vous avez trop ou pas assez payé d'acompte et vous payez le solde. Ou alors, dans le meilleur des cas, c'est les impôts qui vous remboursent du coup la différence par la suite. Voilà, très simple. Alors j'ai une petite question. Est-ce que typiquement tu penses que c'est une bonne chose ou pas de garder du bénéfice plutôt que de se verser de la rémunération? Alors, je crois qu'il n'y a pas de réponse unique, hein, mais non, effectivement. En soi, c'est vraiment propre au projet de chacun et aux besoins aussi. D'une année à l'autre, on peut changer complètement de stratégie. Par exemple, je vais donner un exemple plus simple. Une personne qui est indemnisée, par exemple, par France Travail. Dans un premier temps, elle ne va pas se verser de rémunération, elle va cumuler sa trésorerie, elle va payer l'impôt de l'entreprise pour potentiellement peut-être prendre des dividendes, réinvestir ou préparer les années suivantes où tu prends du salaire. Là, par exemple, on va faire ça dans un premier temps. Peut-être que du coup, 1 an et demi, 2 ans après, la personne va se dire, là, par contre, j'ai besoin de me rémunérer. Je vais prendre du salaire et on va éviter l'impôt de l'entreprise. Donc, c'est propre à chaque besoin. Si on a des revenus en parallèle, oui, pourquoi pas, on évite de payer du coup des charges sociales, de l'impôt sur le revenu en plus. Mais par contre, si on a besoin de se rémunérer, effectivement, de prendre un salaire, de payer ses cotisations sociales, ça passe dans les charges de l'entreprise, ça vient baisser l'impôt de l'entreprise. Pour moi, tu peux avoir un optimum. Tu peux te dire, OK, je vais prendre un salaire, faire attention aux différentes tranches d'impôt sur le revenu, ne pas sauter de tranche par rapport du coup à la rémunération. Donc ça, on fait attention aussi aux revenus au global du foyer, si on a d'autres revenus en parallèle. Et se stopper, se dire, OK, je stoppe, je vais peut-être être dans la tranche de 15% au niveau de l'impôt sur les sociétés. Pas grave, entre guillemets, je paye 15% d'impôt, mais je laisse de la trésorerie sur l'entreprise pour prévoir de l'investissement, de l'embauche de salariés ou même faire appel à des prestataires, par exemple, ou alors créer des montages financiers ou de l'immobilier, par exemple. Donc voilà, vraiment, ça peut changer facilement par rapport aux besoins de chacun. Donc c'est vraiment de l'arbitrage en fait, de l'arbitrage de la gestion de ses finances, alors que quand on était en micro-entreprise, finalement, on prend ce qui sort, c'est notre revenu, et si on a des revenus en dents de scie d'une année sur l'autre, par exemple, en micro-entreprise, on peut pas lisser, alors que là, on va pouvoir lisser via ce mécanisme-là, quoi, si j'ai bien complètement. C'est exactement ça, en fait. C'est que tu as plusieurs possibilités, plusieurs leviers d'optimisation qui sont possibles, du coup, maintenant, en société. Et chaque année, tu peux changer, en fait, par rapport à tes besoins. Il y a une question de Philippe.
Si passage donc de micro-entreprise en SAS, bon, c'est sur sur la CFE justement. Ouais. Ça anticipe un petit peu. Est-ce qu'on paye la CFE alors, je pense que ça marche pour la SAS ou URL, peu importe. Ouais, Vu que c'est la première année pour la SAS ou le URL, est-ce qu'il y a aussi l'exonération la première année pour la SAS? Ouais, tout à fait. Ouais. Vous êtes exonéré même si vous passez de micro-entreprise à SAS ou n'importe quel autre statut. Vous êtes exonéré la première année parce qu'on est sur une création de société, donc nouvelle structure. Ok. Par contre, un nouveau sirène, un nouveau sirette. Quoi. Exactement, ouais. Tout à fait. Par contre, du coup, petite précision, et c'est super important, et la question, elle est très bonne pour le coup. Par contre, si vous passez de micro-entreprise à entreprise individuelle à l'IS, une EI à l'IS, vous gardez le même numéro sirène. Donc, l'antériorité. Donc, vous n'aurez pas l'exonération de la CFE avec l'entreprise individuelle. Donc, ça, c'est quand même à faire attention. Ok. Bon, en soi, alors justement, c'est la CFE. C'est la CFE. Bon, du coup, tu en avais déjà parlé, donc je pense qu'en soi, tu as tout dit pour le coup. La même chose en fait, c'est ça, qu'on soit en société ou en micro. J'allais dire, c'est exactement la même chose, exactement le même principe. Vous avez une déclaration à faire et c'est pareil en micro-entreprise. C'est la déclaration, c'est le formulaire qu'on appelle le 1447C. C'est vrai que nous, comptables, on l'appelle 1447C pour aller plus vite. En fait, cette déclaration-là, ça vous donne juste, du coup, donne l'info aux impôts de la surface de l'entreprise. Et ça va permettre le calcul de la CFE. Cette déclaration, elle a à faire seulement la première année avant le 31 décembre. Voilà, c'est juste ça. Okay. Votre avis d'impôt, il est déposé directement sur l'espace impôt.gouv sur votre compte fiscal professionnel. Donc, c'est à vous d'aller le chercher par la suite. Vous recevez l'information. Et ensuite, on peut opter pour un prélèvement, du coup, ou mensualiser, possible, cet aspect-là par la suite. Mais il faut, du coup, avoir certaines conditions pour demander la mensualisation par la suite. Si jamais la CFE elle est plus importante, supérieure à 3 000 €, alors ça peut arriver, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend de l'adresse, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Il y a plusieurs critères, c'est ça qui est assez compliqué avec la CFE au niveau du calcul. S'il y a plus de 3 000 € de CFE à payer, il y a un acompte qui est demandé du coup le 15 juin. Vous avez la moitié à payer du coup pour vous éviter de tout payer en une fois du coup fin d'année. Voilà. Ok, clair. Autre échéance fiscale possible, c'est si jamais vous avez un véhicule sur votre société. Donc là, c'est vraiment véhicule au nom de l'entreprise. Si vous avez un véhicule, vous, à votre nom propre et que c'est des indemnités kilométriques, ça ne vous concerne pas. Le véhicule doit être au nom de l'entreprise. Et donc, si c'est le cas, vous avez une taxe sur les véhicules de société qu'on appelle aussi la TVS. Peut-être que ça parle à certains. La TVS, elle est à déclarer sur la déclaration de TVA du mois de janvier. Elle est en annexe de la déclaration du mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous déclarez en janvier, on déclare le mois de décembre. Donc, en fait, c'est la dernière déclaration qui concerne l'année civile qui doit, du coup, être annexée à cette taxe-là. Ça, c'est pour les personnes qui sont mensualisées, qui sont au régime de TVA normal. Pour les personnes qui sont en simplifié, alors l'administration commence à être de plus en plus ouverte, du coup, à le faire dématérialiser, mais jusqu'à présent, ils demandaient que ce soit un formulaire papier à faire avant le 15 janvier. Ah ouais. Voilà, pensez juste à ça. Ouais, c'est pour ça. Donc, pensez du coup, si c'est le cas. Et donc, la TVS se calcule toujours sur année civile. Et ça a augmenté sur l'année 2024. Elle est de plus en plus chère. C'est fait exprès, elle est de plus en plus chère parce que c'est calculé aussi en fonction du nombre de grammes de CO2 que le véhicule rejette. Donc, il y a quand même plusieurs critères pour cela. Et donc, elle a quasi doublé en plus pour certains véhicules dans le but vraiment que les gens aillent sur l'électrique au maximum. C'est pour ça. Donc voilà, ça peut se chiffrer rapidement. Donc moi, je vous donne un conseil, les personnes qui pensent peut-être à avoir un véhicule sur l'entreprise, faites attention. Des fois, un véhicule sur une société va vous coûter plus cher que en déduction. Donc des fois, c'est pas du tout rentable d'avoir un véhicule sur l'entreprise. Donc faites attention à ça. Moi, je vous conseille, c'est d'être accompagné sur ce sujet et de réfléchir vraiment avant de le faire. Moi, j'ai un client, je peux vous le dire, qui a pris un véhicule sur la société sans prendre le temps de regarder et sans me poser la question. Il l'avait déjà acheté. La TVS lui a coûté très cher pour le coup. Il a revendu le véhicule l'année suivante. Donc voilà, faites attention parce que ça peut vraiment du coup être pas du tout intéressant pour vous. Il y a une question de Vincent sur le véhicule de société. Comment ça se passe quand on est en leasing plutôt qu'en achat ? Ouais, alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un leasing comme un achat, c'est exactement la même chose. Fiscalement, comptablement, c'est pareil. Donc, vous aurez du coup une TVS à payer.
vous aurez du coup la même possibilité de déduction, un leasing, comme l'achat en direct. Donc faites attention tout de même. Ok. Et au niveau de déduction de TVA, d'ailleurs, quand on est en leasing, on déduit la TVA au fur et à mesure ou Alors, on ouais, déduit en la fait, TVA au début en IMO? alors, non, en fait, la TVA, pour déduire la TVA, en plus c'est une bonne question, la TVA, le véhicule doit être un véhicule utilitaire. Quand je dis utilitaire, c'est 3 portes avec pas de banquette à l'arrière, par exemple. Si vous achetez un véhicule de tourisme, en général, quand on est prestataire de service, par exemple, quand on fait du consulting ou autre, on va prendre un véhicule classique comme on a dans tous les jours, un véhicule de tourisme. Et donc là, la TVA n'est pas récupérable. D'accord. Donc TVA récupérable uniquement du coup sur l'utilitaire. Et donc si vous faites un leasing, la TVA est récupérable tous les mois. Ok, très clair. Merci. Je vois qu'on avait une question justement sur véhicule de société. Que veut dire véhicule de société? Mon business est un food truck. Est-ce que mon outil de travail, mon camion est un véhicule de société? Alors oui, tout à fait, complètement. Pour le coup, effectivement, ça sera bien un véhicule de société. Alors, moi, je vous donne cette information-là. Est-ce que le camion est au nom de la société ou est-ce qu'il est à votre nom propre? S'il est au nom de la société, sans problème pour le véhicule d'entreprise. Si c'est à votre nom propre, moi, je vous conseille, c'est de faire attention, peut-être le céder du coup à votre entreprise pour passer toutes les dépenses dessus. Parce que là, vous allez vraiment vous en servir, vous, au quotidien. En fait, ça rentre un peu dans ce que c'est un véhicule utilitaire, quoi. Enfin, d'un point de vue fiscal, c'est considéré comme un véhicule utilitaire et pas comme un véhicule de tourisme. Tout à fait, ouais, complètement. Et je vois du coup le commentaire de Mathieu où il dit l'époque où les Panamera étaient faussement enregistrés comme utilitaires et dont la TVA était récupérable complètement. Ouais, tout à fait. Je me souviens de ça, j'ai vu passer les choses et ouais, effectivement, il y avait cette période-là. Ok, bon, du coup, on a vu les échéances fiscales. Donc, concrètement, on a quand même des échéances qui sont en commun avec la micro-entreprise. On a d'autres échéances qui viennent s'ajouter. J'ai une petite question sur le fiscal. On n'a pas parlé d'impôt sur le revenu, du coup. Mais en fait, l'impôt sur le revenu, on se verse une rémunération, donc on intègre cette rémunération, c'est ça? Ouais, effectivement. Du coup, je vais expliquer. L'impôt sur le revenu, c'est vrai que, comme tu disais, en micro-entreprise, c'est calculé sur le chiffre d'affaires, comme pour les cotisations sociales. Là, en société, vous avez une notion de salaire, c'est-à-dire que votre impôt sur le revenu et les cotisations sociales vont être calculées sur la somme que vous allez prendre réellement. L'impôt sur le revenu, il va être calculé sans abattement. Vous n'avez plus l'abattement de 34% comme vous pouvez avoir en prestation de service en micro. Là, l'impôt sur le revenu est calculé comme un salaire classique. Donc, vous allez payer du coup avec les différentes tranches d'impôt. 0% jusqu'à 11 000, entre 11 et 28, on est à 11%, entre 28 et 83, on est à 30, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment calculé comme si vous avez un salaire lambda d'une personne qui est salariée. Et donc, pour l'impôt sur le revenu, c'est une très très bonne du coup question que tu as dit parce que ça vient sur la partie sociale. Je vous donne l'information. Il y a deux choses différentes. En SASU, SAS, comme on est au régime général des salariés, statut cadre, vous avez du coup une fiche de paye obligatoire. Qui dit fiche de paye obligatoire dit prélèvement à la source comme un salarié lambda. Donc, vous allez payer votre impôt sur le revenu tous les mois. On fait une DSN, donc c'est le premier point qui est sur la slide. DSN, c'est la déclaration sociale nominative. C'est une déclaration qu'on doit faire tous les mois. On déclare le salaire que vous avez pris à l'URSSAF. Et vous payez vos cotisations sociales du coup via cette DSN-là. Donc tous les mois, vous êtes prélevé de vos cotisations par rapport au salaire que vous avez pris. Très simple, moins souple, mais beaucoup plus cadré sur cet aspect-là. Et donc du coup, c'est un paiement mensuel et la déclaration doit se faire avant le 12 du mois suivant. Et le prélèvement du coup de l'URSSAF se fait le 15 du mois. Voilà. Et ça, c'est typiquement des choses que font l'expertcomptable.com, par exemple. Ouais, tout à fait. Vous allez faire, en fait, gérer ça, quoi. Gérer la feuille de paye et derrière exactement. la déclaration DSN, quoi. Complètement. Établissement de fiche de paye, déclaration de DSN, tout l'aspect volet social est géré. Ok. Donc ça, c'est la partie SASU-SAS, quand je parlais du coup de la DSN. En EURL, en SARL, en EI, par exemple, à l'IS, vous n'avez plus de DSN. Il n'y a pas de déclaration à faire. En micro, vous avez une déclaration à faire auprès de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Là, du coup, sous ces nouveaux statuts, vous n'aurez plus de déclaration à faire. L'URSSAF, c'est le régime des indépendants, c'est le même régime, sauf que l'URSSAF va se baser sur l'estimation de salaire que vous allez donner. De base, c'est leur barème, vous pouvez estimer votre salaire à l'année, c'est toujours annuel. Et ensuite, ils vous appellent sur un appel de cotisation, trimestriel ou mensuel aussi. Moi, je vous conseille, c'est de mensualiser pour que ce soit quand même beaucoup plus simple d'un point de vue visibilité. Comme pour la TVA, en vrai. C'est ça. Donc, du coup, c'est un appel de cotisation. Donc, en fait, ils se basent sur ce que vous allez estimer. Après, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que l'année est passée, parce que c'est toujours sur année civile, ils regardent par rapport à la déclaration d'impôt sur le revenu,
le salaire réel qui a été pris, votre rémunération. Et ensuite, ils vont régulariser. Soit vous avez trop payé de cotisation, soit pas assez. Et là, ils régularisent du coup sur l'année suivante. Pas de fiche de paye. Et l'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas de prélèvement à la source du coup au démarrage. Vous aurez du coup un système de paiement d'acompte qu'on peut demander à mensualiser, comme si c'était un prélèvement à la source. Hein. Mais c'est à vous du coup de faire la demande. Sinon, ce sera uniquement à partir de la première année, après la première année, au moment de la déclaration d'impôt, où là, ils vont vous le proposer. Donc, faire attention. Pour le coup, c'est un peu la même chose que pour ceux qui sont en micro-entreprise et qui ne sont plus au versement libératoire. Oui. Ce qu'on dit, nous, souvent, c'est allez, faites attention. Vous ne faites pas avoir, parce que vous sortez du versement libératoire, vous avez zéro d'appel d'impôt de prélèvement à la source. Par défaut, ils mettent zéro, les impôts. Et l'année d'après, vous faites votre déclaration, là, bing, ça tombe. Ouais, et donc, du coup, c'est mieux de mettre en place le prélèvement à la source. C'est exactement le même mécanisme, c'est juste qu'on ne le met pas dans la même case, mais voilà. En gros, on simule une déclaration d'impôt, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment le même principe. Du coup, c'est la même chose du coup pour la micro. C'est ça. Ensuite, on a d'autres choses. On a la taxe d'apprentissage qui est obligatoire lorsqu'on est en société. On doit payer une taxe d'apprentissage lorsqu'on se rémunère. Même vous, en tant qu'assimilé salarié, par exemple, lorsqu'on est en SASU ou en SAS, on prend son salaire. On n'est pas salarié de l'entreprise, on est assimilé salarié. On a une taxe d'apprentissage qui est à payer. Pareil, elle est à payer toujours du coup l'année suivante avant le 1er mars. Ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on nous accompagne. Et après, vous pouvez choisir l'école ou la formation à qui vous payez, du coup, cette taxe d'apprentissage. Ensuite, vous avez... Pardon. Tout le monde paye cette taxe d'apprentissage. Ouais, tout à fait, elle est obligatoire. Okay. Et ensuite, vous avez la formation professionnelle continue. Pareil, du coup, déclaration, paiement à faire, du coup, avant le 1er mars de l'année suivante. Obligatoire aussi. Donc ça, du coup, c'est la partie sociale. Voilà, du coup, sur cet aspect social, vous allez voir, comme je vous ai dit, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a la partie SASU, SAS, où c'est beaucoup plus cadré, fiche de paye obligatoire, avec du coup déclaration à l'URSSAF tous les mois. Et la partie indépendant, avec les autres statuts, où là, du coup, c'est un appel de cotisation qu'il faut estimer. On peut même réestimer tout au long de l'année. On peut faire, du coup, une estimation mi-année pour recalculer les cotisations si on voit que c'est pas assez élevé ou trop élevé par rapport au salaire qu'on se prend. Dites-vous, c'est très souple sur cet aspect-là. Il faut pas penser que, parce que c'est mieux cadré en SASU ou en SAS, il faut partir vers ce statut. Pas du tout. C'est propre aux besoins de chacun, et c'est tout à fait possible du coup d'estimer, de réestimer, de pouvoir vraiment adapter au fur et à mesure. C'est ça. On n'a pas eu de questions sur la partie sociale? Non, j'étais en train de regarder. Non. Ok, ça marche. Du coup, je peux continuer. Ce qu'on vous propose au niveau de notre offre, très simple, on vous propose une création d'entreprise qui est offerte pour les personnes qui sont intéressées à changer de statut ou qui se posent la question de changer de statut. On vous propose du coup de vous offrir la création de l'entreprise, vraiment tout, de la rédaction des statuts, à obtenir l'extrait CABIS, comme j'ai dit au début du webinaire. Avant la création de l'entreprise, ce qu'on propose, c'est un rendez-vous de conseil. Le rendez-vous de conseil est également offert pour nous, il fait partie de la création de l'entreprise. Vous avez un rendez-vous de conseil avec simulation de statut, on vous indique quel statut est le plus approprié pour vous. Donc si jamais vous posez la question, on regarde ensemble, si la micro-entreprise est plus intéressante pour vous, on vous le dira, le but c'est pas de vous créer une société, il n'y a aucun intérêt pour nous parce que derrière, un jour ou l'autre, vous vous rendrez compte que c'est pas intéressant et vous allez vouloir rechanger de statut et vous aurez perdu de l'argent et nous, on aura perdu en crédibilité pour le coup. Donc, si jamais vous devez rester sous un statut ou autre, on vous le dira dans tous les cas. On l'a déjà fait plein de fois. Moi, je le fais au quotidien. Il y a des micro-entrepreneurs qui me contactent même sur LinkedIn, par exemple. J'échange avec eux régulièrement. S'il n'y a pas d'intérêt, je leur dis clairement, il n'y a aucun intérêt pour moi de leur créer une société et je les renvoie même vers Super Indep. Qui eux vont être plus à même du coup de gérer. Donc voilà, dites-vous, c'est vraiment un rendez-vous de conseil qui est offert si vous posez des questions sur le changement de statut. Et ça me paraît important effectivement de préciser que c'est à ce moment-là qu'on peut répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux créer une SASU, est-ce qu'il vaut mieux partir en EI, est-ce qu'il vaut mieux faire une EURL? Et en fait, ça dépend de plein de réponses, plein de contextes, de votre contexte perso. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous n'êtes pas marié? Est-ce que vous avez besoin de revenus tout de suite? Est-ce que vous pouvez différer vos revenus? Il y a vraiment plein de cas possibles. Ça dépend des revenus du conjoint aussi, si vous êtes marié. Voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Et donc, c'est là où justement cet entretien conseil, il fait tout sens, il fait sens, quoi. Ouais, complètement. Comme tu dis, il permet de répondre à la question dans votre cas.
Ouais, clairement. Mais comme tu dis, en plus, c'est important, il y a différents critères. C'est pas parce qu'il y a le chiffre d'affaires que ça va être la seule, du coup, possibilité. Il y a le chiffre d'affaires, comme tu dis, ça peut être la protection sociale, ça peut être les revenus avec le conjoint, ça peut être les charges aussi, ça peut être les dépenses qu'on a au C'est quotidien. ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a quand même, du coup, plusieurs paramètres. C'est pour ça que nous, on conseille vraiment d'être conseillé, de prendre le temps d'avoir, du coup, ce rendez-vous pour ensuite décider s'il y a une bascule ou non ou s'il y a une création de société. C'est ça. Et donc, comme je vous disais, des offres sans engagement, création offerte, donc vraiment surtout. On vous avance les frais légaux, greffe, annonce légale également. Et la comptabilité, on vous propose le conseiller dédié, donc du conseil au quotidien, déclaration fiscale comptable gérée par notre cabinet de A à Z, TVA, bilan, liasse fiscale, entre autres. Les apps, comme je disais, attestation, PV de non-rémunération. Donc tout ça, c'est 99 € hors taxe par mois. La chose qu'on propose en complément, c'est le juridique annuel, c'est l'approbation des comptes auprès du greffe. Vous devez faire une assemblée générale, approuver le résultat de l'entreprise chaque année. Et ça, on le propose à 149 € une fois par an. Voilà. Pour vous donner, du coup, on est sur une offre qui est unique. Donc, on a une seule offre au sein de notre cabinet. Très clair. Top. Ça marche. Alors, je crois qu'il y a Ahmed qui est en train de Écrire. taper une question. Vous avez une question-réponse? Yes. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions, même plus larges éventuellement. Alors, Ahmed dit je suis salarié, le statut micro me paraît le plus adapté pour mon cas. Qu'en pensez-vous? Bah, du coup, comme on disait, je pense que c'est pas évident à définir. Après, si c'est en complément d'un salarié, je dirais peut-être que ça va pas être une activité qui va générer énormément de revenus, mais ça peut être une activité qui a énormément de frais. Et si c'est une activité qui a énormément de frais, ça va pas être intéressant d'être en micro. Ouais, complètement. Voilà. En fait, c'est exactement ça. Des éléments, quoi. Ouais, moi je connais des personnes qui sont salariées, qui sont en micro. Parce qu'effectivement, il y a le chiffre d'affaires qui joue, il y a d'autres choses. Des personnes qui sont salariées, qui sont en société. Donc, c'est vrai que ça va dépendre du coup de d'autres choses en parallèle. Donc, si Ahmed, vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on reste disponible. Puis on verra ensemble s'il y a un statut du coup qui serait adapté ou non, autre que la micro-entreprise que vous avez déjà peut-être actuellement. Donc, avec plaisir. Clairement. Alors, il y a un mec qui est en train de taper une question aussi. Quoi, je pensais d'autres, moi, comme question. Alors, mais poser sa question. Nous venons de créer notre URL pour notre food truck et le cabinet comptable et juridique n'est pas super. Je peux vous contacter? J'imagine que oui. Avec plaisir. Ouais, effectivement. N'hésitez pas à nous contacter. Vous gérez toutes les activités d'ailleurs? C'est peut-être une question. Non, justement, du coup, au début, je disais, on est spécialisé dans certains domaines d'activité. Nous, effectivement, on a certains domaines spécifiques. Par exemple, en plus, j'allais le dire, le food truck, malheureusement, nous, c'est une activité qu'on ne gère pas au quotidien. Par contre, on a du coup des cabinets partenaires qui travaillent avec les mêmes outils que nous, avec la même façon de fonctionner, avec qui on pourra du coup vous mettre en relation. Donc, vous pouvez nous contacter directement et ensuite, on pourra du coup vous donner les contacts en question avec plaisir, en tout cas. Donc, c'est dans le groupe l'expert comptable, enfin, même groupe que l'expertcomptable.com, quoi. Ouais, exactement. Cool. Donc, je crois, globalement, vous gérez à peu près tous les types d'activités maintenant. Hein. Ouais, effectivement. En fait, nous, l'expertcomptable.com, on est sur de la prestation de service, tout ce qui est on dit toujours intellectuel, consulting, formateur ou autre, le e-commerce également, et l'immobilier pour nos clients. Et après, on a effectivement les autres cabinets qui vont gérer du coup tout type d'activité. Ça peut être food truck, ça peut être du BTP, ça peut être du médical. Enfin, en soi, maintenant, c'est toutes les activités. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, nous, on travaille avec l'ensemble du groupe et effectivement, les retours les pratiques sont assez homogènes et ça permet d'avoir des gens qui sont spécialisés un peu par type d'activité et donc, du coup, d'être mieux suivi normalement, quoi. C'est quelqu'un qui saurait faire du commercial comme de l'agricole comme du service. C'est trop de connaissances différentes pour jongler avec, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ces différentes casquettes là dans le même groupe. Ouais, complètement. Mathieu pose la question, est-ce qu'il y a un moment particulier favorable pour faire la bascule ME, EURL, SAS, l'une ou l'autre? Est-ce que c'est faisable sans piège, n'importe quand dans l'année? En soi, c'est faisable n'importe quand dans l'année. On peut basculer n'importe quand dans l'année. Il y a des périodes qui sont plus favorables. Par exemple, on dit toujours le début d'année est toujours plus favorable pour créer une société.
par exemple, ou fermer une micro-entreprise à la date du 31 décembre. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Mais en soi, par rapport aux besoins de chacun, on peut créer une société de n'importe quand, à n'importe quel moment en tout cas. Donc, en soi, il n'y a pas de plus favorable tout au long de l'année. Et c'est pas parce qu'on va créer en cours d'année qu'on est obligé de se mettre, parce que de parler de date de clôture comptable, oui. On peut très bien démarrer en cours d'année et terminer quand même au 31-12. Sans problème. Escaler sur le 31-12 ou vous préconisez plutôt justement dans ce genre de cas de... Ça dépend les besoins de chacun. Une URL SARL ou une EI, on va conseiller au maximum 31 décembre. Pourquoi? Parce que l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, se cale sur année civile. Donc on peut faire un exercice moins long la première année, 31 décembre, et après tous les ans on sera de janvier à décembre. Pour les SASU, les SAS, ça va dépendre du besoin. Des personnes qui sont peut-être indemnisées par France Travail ou d'autres revenus, on va peut-être faire des clôtures décalées pour les dividendes pour mieux optimiser la partie impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est des choses comme ça sur lesquelles on conseille. Et je vois que Kemeline nous avait mis une question aussi. Le micro, du coup, cette année, elle a pas reçu son avis CFE. Elle a rien non plus dans sa dette fiscale. Ça, je sais pas si vous l'avez souvent en société, mais nous, on a déjà eu plusieurs fois ce genre de cas. J'ai eu le cas également aussi de mon côté. Moi, j'ai une cliente qui a eu un retour de la part des impôts qui lui ont dit de faire la demande là sur début 2025 et qu'ils allaient regarder pour remettre à jour. Donc, je t'avoue que j'en ai quelques-uns cette année. L'année dernière, j'en avais quasiment pas. Là, j'en ai quand même un peu plus ou pas d'avis du coup dessus. Ouais, le mieux, c'est d'écrire aux impôts quand même, de leur dire est-ce que c'est normal quoi. La question, du coup, ça... Normalement, quand vous êtes exonéré de CFE, vous avez quand même un avis avec 0 € de CFE à payer. Donc l'exonération est explicite, elle n'est pas par absence d'avis de CFE. Mais on a vraiment pas mal de cas. Alors, je ne sais pas si c'est plus fréquent en micro-entreprise. Je suspecte que ça soit lié éventuellement au fait d'oublier d'envoyer le formulaire 1447 là dont tu parlais, de début d'activité. Si on oublie de leur envoyer et qu'eux ils font pas le suivi derrière, ils n'ont pas l'air d'être très très à cheval sur un CFE au niveau des SIE, j'ai l'impression. C'est un peu la dernière roue du carrosse. Et donc voilà, je suspecte que ça soit lié à ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut oublier systématiquement d'envoyer la 1447 parce qu'il y a quand même des SIE qui sont vigilants et qui vont vous rappeler et qui vont potentiellement vous mettre des pénalités si vous n'avez pas fait les choses dans les temps quoi. Donc, vaut mieux toujours faire les choses. Et puis, si vous n'avez pas d'avis de CFE, mettre un petit message au SIE pour leur dire j'ai pas d'avis, c'est normal. Voilà. Mais soit ils vous diront oui, vous avez oublié de remplir la 1447, soit ils vous diront il y a eu un bug, peu importe. En tout cas, c'est comme ça que je le traiterai. C'est ce qu'on a fait également de notre côté. Et les impôts répondent rapidement en plus. C'est ça, en général, c'est assez rapide. Mathieu qui a une autre question peut-être. Alors, Mathieu a créé la SAM dans le 75 en 2023. Il a déménagé dans le 44 en 2024. Et le CIE 44 soutient que je suis exonéré sur 2024. Donc, je suppose que je ne vais rien payer. Mais ça n'a pas l'air très carré. Alors, c'est possible, effectivement. La CFE, elle dépend de plein de choses, comme disait Corentin. Elle dépend de la ville dans laquelle on est, même des fois du quartier de la ville dans laquelle on est. Typiquement, les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, sont en général exonérés de CFE. Enfin, on est exonéré de CFE quand on est dans ces quartiers-là. Il peut y avoir des villes où la CFE va pas être applicable. Peut-être en zone rurale aussi, c'est des cas. Il y a pas on n'a pas de, je crois pas. Corentin, tu me corriges si je dis des bêtises, mais on n'a pas de cas généraux, mais on a des cas comme ça assez fréquents. J'avais un client qui me disait, j'habite dans l'Allier, et je sais que dans l'Allier, la plupart des localités sont exonérées, milieu rural. Voilà. Mais en l'occurrence, lui, il a emménagé à Moulins. Je lui ai dit quand même, là, c'est une ville de l'Allier, à mon avis, tu vas pas y échapper. Mais... Et en l'occurrence, effectivement, normalement, il y échappe pas. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait eu de la CFE sur Paris, qui est d'ailleurs assez faible, la CFE sur Paris.
C'est une particularité de Paris. Et donc après, ça peut aussi être fonction des revenus des années précédentes. Donc voilà. Donc pas forcément étonné, Mathieu, pour ce cas-là. Ok, bah, si là on voit plus personne taper de questions, donc je pense qu'on a dû faire à peu près le tour. Tu voulais rajouter quelque chose, Corentin, ou Bah, c'est bon? écoute, pour moi, c'était tout bon aussi. Ah, on a Ahmed qui dit merci. Donc je pense que merci à vous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à contacter Corentin si vous avez des sujets autour des sociétés ou même des entreprises individuelles à l'IS. Hein. Vous faites aussi les entreprises individuelles à l'IR ou pas? Ouais, complètement. On gère IR, IS. Ok. Donc, voilà. Ça à savoir, effectivement, quand vous êtes donc si vous restez, si vous n'arrêtez pas votre micro-entreprise, elle va basculer automatiquement en entreprise individuelle. Et là, vous avez le choix de la mettre à l'IS ou à l'IR. Donc, à l'IS, on va s'appliquer tout ce qu'a expliqué Corentin. À l'IR, on n'a pas l'impôt sur les sociétés. En gros, uniquement ça, on ouais. simplifie. C'est ça qu'on n'a pas. Et puis, si vous avez des questions sur la micro-entreprise, n'hésitez pas. Là, je suis sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir sur Super Indep, demander à être appelé. On répond aux premières questions et puis on peut voir comment vous aider sur votre micro-entreprise. N'hésitez pas pour faire tout ça. Alors, il y a May qui demande comment contacter Corentin. Je vais mettre mon lien LinkedIn à l'instant là, dans le chat. Comme ça, vous pouvez aussi me contacter via LinkedIn, pour que ce soit plus simple aussi. Ou alors directement, vous pouvez me contacter via le site internet de notre cabinet, l'expertcomptable.com. Voilà. Du coup, vous tomberez peut-être pas sur Corentin, mais vous tomberez sur quelqu'un qui ce sera l'un qui saura tout à fait vous renseigner. Il y avait Raphaël qui a une dernière question. J'ai besoin d'une assurance flotte dans le domaine du convoyage. Des infos. Alors, je vous avoue que c'est pas mon domaine du tout. Ouais, là, sur toute la partie assurance, c'est vrai qu'en général, c'est un peu particulier. Et surtout là, c'est une assurance spécifique à un domaine d'activité. Donc je pense qu'il faut vraiment s'adresser à même un assureur classique, à mon avis, il va pas forcément savoir répondre. Donc ouais, il faudrait faire une recherche, regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le sujet, quoi. Il y a un site de comparateur qui s'appelle Cover, si jamais ça vous intéresse. C2O-V-E-R, et c'est un comparateur du coup d'assurance, pas que d'assurance, mais il fait des assurances. Ah bah super, top, merci Clément. Et donc ça peut peut-être vous aider par rapport à votre activité. Ils demandent le code APE, le numéro sirène de l'entreprise ou de la micro-entreprise. Ils peuvent après comme ça vous accompagner et vous proposer s'ils ont des choses. Donc pourquoi pas. .com d'ailleurs, c'est .fr. Désolé, je me suis trompé. Où est-ce que je suis? Tuc. Hop. Ah. Désolé. Hop. Ah bah top, parfait. Courtier d'assurance. Donc effectivement, en tout cas, eux, ils ont souvent pas mal de. Effectivement, on redirige des gens vers eux. Ils ont pas mal une panoplie assez large d'assurances. Parce qu'ils sont courtiers, donc du coup ils travaillent avec différents assureurs et ils essayent de couvrir un peu tous les besoins, donc à voir si effectivement ils savent répondre sur la partie convoyage. Mais bonne chance Raphaël du coup pour trouver à ce sujet-là. Bien, et merci beaucoup Corentin. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis j'espère que ça a été instructif et que vous y voyez plus clair maintenant et que vous sauterez le pas pour soit rester en soit passer en micro-entreprise, rester en micro-entreprise, soit passer en société. Selon le meilleur choix, comme expliquait Corentin. On a la même approche entre l'expertcomptable.com et Super Indep. Je suis chez Super Indep, on ne veut pas vous garder absolument en micro-entreprise. Si on voit que vous avez trop de frais, on vous dit passer en société. Si vous dépassez les seuils, évidemment, passez en société ou en EI au réel, hein, évidemment. Mais voilà,
la même approche du côté de l'expertcomptable.com avec qui on travaille depuis déjà pas mal d'années. Ouais. Donc, c'est un beau partenariat. Merci pour ce partenariat. Et puis, c'est gagnant-gagnant. Yes. Et gagnant-gagnant aussi pour nos clients, je pense. Ouais, je pense aussi. Bien, et ben à bientôt. À Au revoir bientôt. tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.